Le quatrième sujet est « Meurt-on d'avoir trop vécu ?» J'appelle pour la négative Monsieur Guillaume Albic. Je vois un stress important pendant l'enfance. Pour l'avenir, je vois bientôt des voyages et une trahison. Je vois un attrait pour la voyance, c'est juste. Quelques incidents de la vie que vous saurez éviter. Je vois un nouveau départ. Jusque-là, ma chiromancienne avait tout à fait raison. Mais le bus 97, ça, non. Elle ne l'avait pas vu. Et moi non plus. Je suis mort. Mort alors que ma ligne de vie était la plus belle qu'elle ait jamais vue. J'avais pourtant fait très attention à ne plus prendre de risques pour lui faire plaisir. J'ai arrêté l'escalade, la malbouffe et l'avion. Et aujourd'hui, je suis mort. Game over. Et je n'avais qu'une vie. Monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs les secrétaires de la conférence, on ne meurt pas d'avoir trop vécu. Des proches nous avaient pourtant avertis. Nous sommes tous atteints d'une maladie irréversible, à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules. Le cancer, pire que cela. Cette maladie mortelle, c'est la vie. Les premiers symptômes apparaissent généralement vers 30 ans, quoique un peu plus tôt chez moi. Les cheveux tombent, puis les dents, et entre les deux, les seins. La mort est inéluctable. Faites attention aux charlatans. Certains vous prescriront, en guise de traitement psychologique, la religion matin, midi et soir. Cette homéopathie semble stimuler les défenses naturelles et permet même de s'auto-suggérer qu'il y aurait peut-être un au-delà, un monde autre. Mais à force d'y croire, on passe à côté de notre existence. Non, la religion est un placebo. D'autres vous recommanderont un traitement cache-misère, la chirurgie esthétique, pour tenter de masquer un temps seulement les ravages de la vie. Escroc! Il n'existe aucun traitement efficace contre cette maladie qu'est la vie. Mais ne nous trompons pas de coupables. Les humains meurent d'avoir vécu, mais en aucun cas d'avoir trop vécu. Puisque la vie est mortelle, autant la vivre avec excès. Trop vivre, ce n'est pas abuser de psychotropes, qui altèrent la perception de la réalité et font donc moins vivre. Trop vivre, c'est ponctuer l'électrocardiogramme de la vie de pic, positif ou négatif. Car la vie est une courbe qu'il nous appartient de dessiner. Plus son amplitude sera importante, plus l'on se sentira en vie. On ne se sent totalement vivant que pendant de courts instants, des instants de grâce. Ceux-ci peuvent être tout à fait heureux. L'art en est un excellent pourvoyeur. Il y a quelques années, mon quotidien était celui d'un musicien professionnel. Détrompez-vous, la vie de tournée est en réalité peu fascinante, voire fastidieuse, majoritairement composée de temps d'attente et de transport. Le temps de jouissance est extrêmement court, mais d'une telle intensité qu'il justifie tous les sacrifices qui précèdent. Parce qu'une fois monté sur scène, la magie de la musique opère dans une puissante communion des corps et des esprits. Et quand la salle tout entière est parcourue par un seul et même frisson, le temps s'arrête, on vit. Vous vous demandez sûrement, mais alors, que fait-il ici ? J'étais batteur,
celui tout au fond, jamais éclairé et souvent oublié. J'ai eu envie de me lever, et comme je ne sais pas chanter, j'ai décidé de parler. Attention, les courts instants de grâce peuvent également être malheureux. Lors de ces moments vertigineux, à l'annonce d'une maladie ou du décès d'un ami, là aussi, le temps se fige. Les sens sont décuplés. Et l'on sent à nouveau que l'on a un cœur qui tambourine dans nos poitrines. Car la souffrance a cette vertu de nous rappeler que nous sommes vivants. Tous ces moments où l'on vit assurément trop sont des coups près qui tranchent un instant et éclaboussent nos vies. Nous sommes l'une des seules espèces ayant conscience de sa propre mort. La connaissance de cette extinction programmée est un fardeau qui pousse à anesthésier nos sentiments. Il faut s'en délester. La lutte est permanente. Baissez les bras, le spleen vous envahit, peu à peu s'installe la mélancolie. C'est alors le début d'une mort lente et asphyxiante, celle qui toucha Oblomov, l'anti-héros de Gontcharov, aristocrate, oisif et paresseux, plus occupé à rêver sa vie qu'à vivre ses rêves. Sa peur de jouir avec excès de la vie a transformé son peignoir en linceul et son canapé en cercueil. La mort, elle débute lorsque la veille ressemble à aujourd'hui et le lendemain au surlendemain. Mais d'ailleurs, les contes finissent souvent ainsi, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. On nous cache la suite, et il y a une raison, elle est effroyable. Une fois le voyage du héros terminé, une fois sa quête accomplie, tout rentre dans l'ordre, et là, c'est le calme, la monotonie, l'ennui, les prémices d'une longue agonie. Évoquons par exemple la suite de La Belle au bois dormant. Reprenons. Après avoir terrassé le dragon, le beau prince réveilla la Belle au bois dormant de son sommeil centenaire par un langoureux baiser. Ils se marièrent aussitôt, puis se mirent à danser une valse exaltée. Le livre se referme et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Vraiment, poursuivons cette histoire un peu plus tard. Il était une autre fois la Belle au bois dormant qui filait, comme tous les soirs, de la laine dans son salon. Elle n'osait pas déranger son doux mari, le beau prince, qui était occupé à remplir une grille niveau 3 dessous le lit. Quand le beau prince eut fini, il trouva la Belle au bois dormant. Et quelle désolation! Lorsque nos héros cessent de trop vivre, ils se meurent, comme pour chacune et chacun d'entre nous. Lorsque le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure s'éteint, la vie pourrit. Nous sommes alors vivants, mais morts. Des vivants morts. Jean Cocteau considérait que nous étions aussi morts avant de naître que nous le serons après avoir vécu. J'en déduis que la vie est l'unique chance de faire en sorte que notre seconde mort soit meilleure que la première. Les personnes qui ont trop vécu réussissent à tromper la mort et accèdent à l'immortalité. Ce sont alors des morts encore vivants, des morts vivants. Il suffit d'une vie pleine, entière, pour qu'elle perdure à travers un proche, l'humanité tout entière ou même un inconnu. N'en déplaise aux membres du club des 27, il n'est pas impératif de mourir jeune pour ça. Un mort-vivant n'est-il pas bien plus intéressant qu'un vivant-mort? Le mort-vivant étant déjà mort, il peut être ressuscité à tout moment, puis retourner à son état de mort. Alors que le vivant-mort étant toujours vivant et non mort, il est condamné non pas à mort, mais à vie, d'un ennui mortel. La quête du mort-vivant demeurera toujours plus digne que celle d'un vivant-mort qui, lui, n'en a pas. Et même les morts, et même les plus morts des morts vivants, chers à Georges Romero, ont, contrairement aux vivants morts, un but dans leur vie, ou plutôt dans leur mort,
se délecter d'une chair humaine. Mais je m'égare. Trop vivre, c'est l'unique soin palliatif à la mort qui indique ses premiers symptômes, en ne se préoccupant plus de sa cause. Trop vivre, c'est retrouver des moments d'insouciance qui repoussent la mort un peu plus loin, redonnant aux choses leur couleur, leurs odeurs, leurs saveurs. Trop vivre, c'est refuser d'écrire le mot fin.